la lumière, voilà. Et voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur. Encore une fois, quelques applaudissements pour professeur Olivier. Et est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? C'est bon? Je demanderai de ravaler, avec la permission des éminents talmudistes, rabbins et autres personnes éclairées, je vais traiter le sujet que m'a imposé le Rav Zizek. Et vous allez voir que c'est pas de la tarte. Il m'a dit, vous allez traiter le transhumanisme. Alors j'ai rencontré son compagnon d'études, Raphaël Bloch, tout à l'heure, au cocktail. Il m'a dit, de quoi tu vas parler quand nous sommes cousins? Je lui ai dit du transhumanisme. Il dit, j'en ai rien à foutre. Donc, vous voyez que ça se présente drôlement bien. Eh bien, devant témoin, j'ai fait le pari que quand j'aurai fini de parler un quart d'heure, car c'est la dose que l'on va autoriser, Raphaël Bloch sera convaincu que c'est le sujet fondamental de la yeshiva des étudiants. Alors, pour parler vraiment du sujet sérieusement, j'ai cherché sur Internet la définition du transhumanisme. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Je ne sais pas pourquoi on emploie ça comme une tendance, parce que c'est peu de dire qu'on y est déjà. Sur ma montre, je pourrais avoir aujourd'hui l'heure, mais ça on avait déjà depuis le XIVe siècle. Mais en plus j'ai Internet, la télévision, le nombre de pas que j'ai fait depuis avant-hier, ma tension artérielle. Bref, sur ma montre, je peux savoir tout sur tout le monde et sur toute chose. Alors ça, si ce n'est pas du transhumanisme, imaginez l'être humain d'il y a 200 ans. 9 fois sur 10, il ne savait pas lire, il ne voyageait pas, il était confiné dans son tout petit espace sans rien savoir du monde. Aujourd'hui, un enfant sait tout sur tout. Nous voilà dans le transhumanisme. J'ai l'honneur de commenter l'Office des jeunes de Rosh Hashanah dans ma communauté, dans la rue de Montevideo, et j'ai commencé cette année à Rosh Hashanah en disant « c'est Yom Hadin ». Dieu regarde le monde et le juge. Et il voit ça. Tout le monde sait tout sur tout. Plus la vie humaine qui grandit de 3 mois par an, plus des possibilités d'échange de voyages fantastiques, et Dieu se réjouit. Il se réjouit parce que dans la tradition juive, il n'y a aucune hostilité entre la science et la Torah, le grand rabbin vient de le dire. Je dirais même plus. Il est dit dans Masechet Shabbat, page 75a, que celui qui est capable de faire de l'astronomie et qui s'y dérobe, offense le Seigneur. Le Gaon de Vilna allait encore beaucoup plus loin. Il disait à la fin du XVIIIe siècle, une ignorance dans les sciences profanes, une ignorance dans les techniques modernes entraîne 100 fois plus d'ignorance dans la Torah. Autrement dit, faire de l'astronomie, psaume 19, verset 2, Hashamayim saprim kavod el. Les cieux chantent la gloire de Dieu. Les milliards de galaxies qui nous entourent. En déchiffrer les mystères, c'est une prière. C'est en tout cas ce que nous dit le psaume 19. Donc apparemment, tout va bien. Toutefois, j'ai continué ce premier sermon de Rosh Hashanah en disant, maintenant si Akadosh Baruch Hu, regardant le monde, regarde un petit peu ailleurs, qu'est-ce qu'il va voir? Des soldats devant les synagogues, des soldats devant les écoles, le sang qui coule à flot un peu partout dans le monde. Il va voir des millions de gens chômeurs, solitaires, malheureux. Il est très bien enseigné sûrement à Kadosh Baruch Hu. Il est abonné à l'INSEE. Alors s'il est abonné à l'INSEE, il va apprendre qu'en 1960,
une année que j'ai étudiée de près, vous allez voir pourquoi. Le produit intérieur brut en francs constants était le 5e de celui qu'il est aujourd'hui. Imaginez une régression de 80%, 5 fois moins de tout, 5 fois moins de voitures, 5 fois moins de maisons. Eh bien, on était beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de chômeurs. Il y avait une inflation très sympathique parce qu'on ne remboursait pas ses dettes, ou du moins beaucoup moins cher que ce qu'on avait emprunté. Donc, le PIB, les choses que l'on consomme, ont été multipliées par 5 depuis 1960, et la consommation de psychotropes a été multipliée par 10. La pilule qui rassure, la pilule qui se fait dormir, la pilule qui réveille, la pilule qui soigne l'angoisse. Les suicides, la drogue. Les gens n'arrivent plus à vivre. En 1960, on leur demandait, pensez-vous que vous serez plus heureux l'année prochaine ou les années suivantes et que vos enfants seront plus heureux? 80% répondaient oui. Vous posez la même question en 2016, 80% répondent non. Tout va de plus en plus mal. Autrement dit, on n'a jamais été aussi riche et on n'a jamais été aussi malheureux. Comment peut-on comprendre cela? Alors pour ça, il faut que je vous livre le cœur de ma démonstration. C'est la différence entre les connexions et les relations. Je m'empresse de dire que la yeshiva étudiant est un temple de la relation. Ma femme ici présente m'entend lui poser 2 sortes de questions. Première question, quelle heure est-il? Deuxième question, est-ce que tu m'aimes comme avant? Vous avez tout de suite compris que c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand elle m'aura répondu à la première question, je connaîtrai l'heure, mais je n'ai pas besoin d'elle. En consultant un écran, la fameuse montre, j'aurais connu l'heure. Et ça ne change ni elle, ni moi, ni l'heure. Mais quand je lui demande, est-ce que tu m'aimes comme avant, elle se dit, qu'est-ce qui lui prend? Moi, de mon côté, une fois que j'ai posé cette question, je ne suis plus le même, parce que j'attends sa réponse. Elle se dit que je réponde oui ou non, j'ai un problème. Parce que si je réponds oui, il va me dire, alors tu vas me faire le plat que faisait ma maman, et tu ne le fais jamais parce que tu n'aimes pas. Et si je réponds non, il va être scandalisé en disant, comment tu ne m'aimes plus? Donc, je suis modifié par ma question, elle est modifiée en l'entendant, mais sa réponse va encore me modifier. On ne peut pas faire de mathématiques là-dessus. Parce qu'on bouge tous les deux. Parce que mon regard, son regard, nos 2 regards vont se modifier au fil des échanges. Et on entre dans un drame. Compte tenu du fait que nous sommes mariés depuis très longtemps, ça se terminera bien. Mais il pourrait en être autrement. Donc nous sommes dans le risque. Nous sommes dans une relation. Alors maintenant, nous comprenons très bien en quoi consiste le fabuleux succès des sciences et des techniques. C'est le triomphe de l'Égypte. Et c'est pour ça que j'ai sous-titré cet exposé sur le transhumanisme, c'est l'idolâtrie égyptienne. Toutes les sciences et toutes les techniques de nos jours sont nées en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la planète où la victoire de l'esprit sur la matière est une évidence expérimentale. Parce que les crues du Nil sont d'une telle régularité que le pharaon sait exactement ce qui va pousser où, parce que ces raspoumim, ces experts, ils décident de ce qui va pousser. Comme on le voit dans De Marie, on ne regarde jamais le ciel en Égypte. On n'a pas besoin, on n'attend pas la pluie. On est sûr de gouverner la nature. Les premières pyramides d'Égypte datent de 3000 ans avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire 1000 ans avant Abraham Avinu. Et on ne sait toujours pas comment ils ont fait. C'est une technologie fabuleuse. Les Grecs ont eu l'idée de la science en Égypte, mais il n'y avait pas de science en Égypte. C'était des bricoleurs, mais des bricoleurs de génie. Mais les hommes n'avaient ni visage, ni nom. Regardez les fresques égyptiennes, il n'y a que le pharaon et ses proches qui ont un visage, les autres ont tous la même tête. Ils ne diffèrent que par leur outil. Regardez la première des 10 paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait sortir d'Égypte. Question d'un enfant au CDR, pourquoi on le remercie tellement de nous avoir fait sortir, il nous y avait mis. Mais il ne nous y avait pas mis pour rien. Parce qu'on est parti avec la technique, avec les objets d'or, les objets d'argent, les tissus précieux. Mais sans le Hametz, sans l'histoire, sans le passé. Et pourquoi il nous en fait sortir? Mi bet abadim.
Parce que c'est le lieu où on est tellement utile qu'on n'a pas besoin d'exister. D'ailleurs, vous remarquerez que dans la Torah, les Égyptiens n'ont jamais de nom. Même le pharaon n'a pas de nom. De Joseph à Moïse, il y en a eu 3, mais ils n'ont pas de nom. Et il n'y a qu'un seul Égyptien qui a un nom. Les autres, ils s'appellent préposé à ceci, préposé à cela. C'est Putiphar. Mais Putiphar, c'est le beau-père de Joseph. Alors quand même, chez les Juifs, c'est contagieux. Parce que chez les Juifs, tout le monde a un nom. À Babel aussi, d'ailleurs. Regardez dans la Megillat Esther, tout le monde a un nom. Mais chez les Égyptiens, on n'a pas de nom. On n'a pas de nom parce qu'on n'a pas de visage. Parce qu'on n'existe pas. C'est ça, le transhumanisme tel que je l'ai défini. Dans un monde où il n'y a que la science et la technique pour faire progresser les hommes, ils perdent leur identité, ils perdent leur visage. Alors, sachant cela, on se dit que nous sommes en plein dans le culte de la civilisation égyptienne. Regardez le revenu égal distribué à tout le monde. Extraordinaire, personne n'aura plus faim. Mais ils crèveront de solitude. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils ne connaissent personne. Ce qui disparaîtra, c'est les morts de faim. Et il n'y en a pas beaucoup en France. Mais je vous parie que si on fait ça, se multiplieront les suicides. Pourquoi on suicide? Parce qu'on est seul. Parce qu'on n'a personne à qui parler, personne à aimer, personne à qui dire son malheur et personne à qui dire ses joies. Solitude, solitude, et on achète leur silence. Voilà, vous avez tous 650 € par mois et foutez-nous la paix. Vous êtes chômeur, mais non, vous n'êtes plus chômeur, il n'y a plus de chômeur. Mais un chômeur, son problème, c'est pas qu'il meurt de faim, c'est qu'il n'a nulle part où aller, c'est qu'il n'a personne à qui parler. Descartes, qui n'a pas dit que des bêtises, il en a quand même dit une, c'est je pense donc je suis. S'il avait été une femme, il aurait dit j'aime donc je suis. Et s'il avait été juif pratiquant, il aurait fait les mitzvot donc je suis. Mais il a dit je pense donc je suis, que la pensée, la raison, le principe qui gouverne tous les autres. Eh bien, on va mettre les gens dans une situation telle qu'ils n'auront plus ni amis, ni voisins, ni collaborateurs. Descartes donc a dit, c'est proprement n'être rien que de n'être utile à personne. On ne saurait lui dire ça en si peu de mots. Alors maintenant, quand on sait ça, on comprend ce que c'est que la yeshiva des étudiants. Émile Durkheim a dit « Tout groupe humain fonctionne sur un trépied. Des rites, des mythes, et il disait des églises. Moi, je traduis des tribus, parce que l'église, c'est très général pour lui, c'était tout groupe solidaire. Alors, la religion, l'idolâtrie égyptienne, consiste à dire la seule chose qui compte, c'est le mythe. Le mythe de la raison, le mythe de l'efficacité, le mythe de la technique. Mais la tribu, voit pas ce que c'est. Il n'y a qu'une tribu, c'est le pharaon et ses esclaves. Des rites, il n'y a pas de rites, il y a des travaux. Mais, comme nous l'a appris le renard du Petit Prince de Saint-Exupéry, pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait un rite. Il dit au Petit Prince, il faut que tu viennes tous les jours à la même heure. Si tu viens trop tôt, je ne suis pas prêt. Si tu viens trop tard, je m'inquiète. Donc viens tous les jours à la même heure, et ainsi tu m'apprivoiseras. Et ainsi nous serons responsables l'un de l'autre. Et ainsi, une véritable relation va naître entre nous. Durkheim était fils de rabbin, petit-fils de rabbin, arrière-petit-fils de rabbin. Il a été le mandarin de la sociologie française à sa naissance à la fin du XIXe siècle, mais il est clair que ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ont pesé très lourd sur cet enseignement, que j'ai beaucoup de mal à faire passer dans les entreprises. Les gens, ils acceptent la raison, bien sûr. Mais alors, quand je parle de tribu et de rite, ils disent « Waouh, tribu, mafia, rite, quelle horreur, c'est pas l'église. » J'ai dit « Vous êtes plein de rites. À quelle heure vous faites les réunions, compte rendu, je suis professeur de gestion. » Donc les petits gestes ont une influence considérable sur l'idée que les gens se font de leur destin, parce que les gestes créent les relations. Et ce qui est infiniment précieux, plus encore que le salaire, c'est être utile à quelqu'un. Alors maintenant, vous avez compris pourquoi j'en arrive au limoud. Qu'est-ce que c'est que le Talmud? C'est un interminable débat, interminable parce qu'on n'arrête pas de l'enrichir avec des commentaires nouveaux, notamment la yeshiva des étudiants. Mais c'est 3 blocs. 2 sédarim qui parlent des relations avec la nature, 2 sédarim qui parlent des relations avec autrui, et 2 sédarim qui parlent des relations avec soi-même. Je n'ai pas parlé de relations avec Akadosh Baruch Hu parce qu'elle est partout.
bien entendu. Parce que les relations que l'on a avec la nature, avec autrui et avec soi-même sont dictées, modelées, orientées par les mitzvot. Mais il n'est question que de relations. Alors quand on me dit, compare la recherche scientifique et la recherche talmudique, ça n'a aucun rapport. La recherche scientifique cherche le vrai. La recherche talmudique cherche le bien. Dans les cours de philo terminale, on a appris qu'il y a les jugements de fait et les jugements de valeur. Eh bien, dans le Talmud, on est dans la valeur. Et pour ce qui est de la relation, je n'ai pas besoin de vous dire, de répéter ce que j'ai dit au début, que la yeshiva des étudiants est un temple des relations. Et je voudrais, pour conclure, vous lire quelques lignes que j'ai empruntées au Radizek, comme ça je suis sûr de ne pas tromper sur les mots que j'emploie pour parler des yeshivas. Il écrit: le yeshiva des étudiants produit du vivre ensemble. Chavruta, relation maître-élève en cela que l'élève prépare le sujet et discute avec ses maîtres. Intergénérationnel, car des étudiants dialoguent, suivent des cours avec des personnes de tout âge. Enfin, les yeshivas favorisent l'engagement associatif et surtout encouragent les jeunes à se marier et à apprendre à vivre à deux et ensuite à fonder la famille. Donc s'il y a un transhumanisme, il sera l'alliance de la sagesse égyptienne que les Juifs adoptent avec enthousiasme. Je ne sais pas si vous savez, mais les Juifs ont eu 20% des prix Nobel, alors que dans la même période, ils représentaient 0,2% de la population mondiale. Donc quand on est juif, j'espère qu'il n'y a pas d'antisémite dans la salle, quand on est juif, on a 100 fois plus de chances d'avoir le prix Nobel que quand on ne l'est pas. Bien sûr qu'ils ont appris à étudier, mais ce n'est pas du tout la même étude. Dans l'étude scientifique, on fabrique de l'objectif, du vrai, du dur, ce que Descartes aimait. Et dans les yeshivas, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à être meilleur, à aimer son prochain, à comprendre mieux le monde, et à savoir qu'il faut continuer à avancer, à avancer, à avancer. La science, c'est des pyramides d'Égypte. La Torah, c'est un chemin vers le vrai transhumanisme qu'on appelle chez les Juifs le messianisme, quand on a réuni les vertus de la science et les vertus de la relation. Merci.